Alors, aujourd'hui, on fait un énorme bond en arrière, pour aller chercher les racines de ce qu'on appelle la France. On va plonger dans les fondations les plus profondes, les toutes premières pierres de cette longue histoire. D'où vient la France? Pour répondre à ça, il faut s'imaginer l'histoire comme un millefeuille. On va explorer chaque couche, l'une après l'autre, et on va voir que bien avant que le mot France n'existe, ce territoire a été pétri par des peuples, des révolutions, des conquêtes, qui ont tous laissé leur marque. Et notre point de départ, accrochez-vous bien, c'est il y a 1,2 million d'années. C'est presque impossible à se représenter, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est là qu'on trouve les toutes premières traces de présence humaine, là où notre récit commence vraiment. Voilà donc notre première couche, la base de tout. Elle a été posée par les tout premiers habitants de l'âge de pierre. Ce sont eux les pionniers, ceux qui ont commencé à marquer ce paysage de leur empreinte. Pendant des centaines de milliers d'années, c'est un ballet d'espèces humaines qui se joue ici. Ça commence avec des simples outils comme au bois de riquet, puis on a les célèbres fossiles de Totovel. C'est une évolution incroyablement lente. Et le point d'orgue, c'est l'arrivée de notre espèce, Homo sapiens, qui va d'ailleurs cohabiter pendant un temps avec son cousin, l'homme de Néandertal. Et puis, après cette très longue période, arrivent deux tournants majeurs, deux véritables révolutions qui vont poser les bases des premières sociétés sédentaires, l'incroyable explosion artistique du Paléolithique et bien sûr, la révolution agricole du Néolithique. Là, on assiste à un changement radical de mode de vie. On passe des chasseurs-artistes du Paléolithique, qui nous ont laissé des merveilles comme la grotte de Lascaux, aux agriculteurs bâtisseurs du Néolithique. Ce n'est pas juste un changement d'outils, c'est une toute nouvelle façon de voir le monde, de s'y installer durablement. Et quand on dit révolution, le mot est faible. On parle de l'arrivée de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi de la poterie, du tissage. La société se structure avec les premiers villages. Et puis, il se met à construire ces monuments incroyables, les mégalithes. Quand on pense aux presque 3000 menhirs de Karnak, on se rend compte de la complexité de ces sociétés. Par-dessus cette base agricole bien solide, une nouvelle couche culturelle vient s'ajouter, avec l'arrivée des peuples celtes, ceux que les Romains, bien plus tard, appelleront les Gaulois. C'est une étape clé parce qu'une première forme d'identité culturelle commence à se dessiner sur ce territoire. L'âge du fer, c'est vraiment l'âge d'or des Celtes. La technologie du métal se développe, le commerce explose, notamment avec des comptoirs comme Massalia, la future Marseille, fondée par les Grecs. Et puis, la Gaule se structure politiquement autour de tribus puissantes comme les Arvergnes ou les Éduins. Et là, il faut absolument qu'on s'arrête une seconde pour casser un mythe. Oubliez l'image du Gaulois vivant dans une petite hutte au fond des bois? Non. Les Gaulois ont bâti de vraies villes fortifiées, les Oppidas. Des centres comme Bibracte étaient des capitales politiques, économiques, religieuses. C'était une civilisation bien plus complexe que ce qu'on imagine. Et maintenant, attention, la couche suivante va littéralement tout écraser pour tout reconstruire à sa manière. C'est l'arrivée de Rome et ses 5 siècles de domination qui vont absolument tout transformer. Le grand basculement, c'est la guerre des Gaules. Après des années de conflits terribles menés par Jules César, la Gaule est vaincue. Et ce n'est pas juste une défaite militaire, c'est le début d'une intégration totale au monde romain, une intégration qui va marcher ce territoire au fer rouge pour des siècles. L'impact de Rome est tout simplement colossal. C'est la Pax Romana, la paix romaine. Rome apporte une langue, le latin, qui deviendra le français. Elle apporte un droit écrit et unifié. Elle construit des villes, comme Ludunium, et un réseau de routes incroyable. Et c'est aussi sous Rome que va se diffuser une nouvelle religion qui changera tout, le christianisme. Résultat, la Gaule devient une sorte de Californie de l'Empire. Elle est riche, dynamique, et sa population atteint les 7 millions d'habitants. Pour l'époque, c'est un chiffre énorme. C'est l'une des provinces les plus peuplées et les plus prospères de tout le monde romain. Mais voilà, même les fondations les plus solides finissent par se fissurer. Et après des siècles de stabilité, l'édifice impérial romain va commencer à sérieusement tanguer, sous l'effet de pression interne, mais aussi externe. Et là, c'est important de comprendre un truc. Rome ne s'est pas effondrée en un jour. C'est une longue agonie, un lent délitement. Ça commence par des crises à l'intérieur même de l'Empire. Et puis surtout, il y a la pression des peuples germaniques aux frontières. La traversée du Rhin, en plein hiver 406, c'est le signal que les digues sont en train de rompre. À la fin du 5e siècle, l'autorité de Rome en Gaule n'est plus qu'un lointain souvenir. Le vide laissé par Rome est immédiatement comblé. La carte politique de la Gaule est entièrement redessinée, partagée entre plusieurs royaumes germaniques. On a les Wisigoths au sud-ouest, les Burgondes à l'est, et tout au nord, un peuple dont on va beaucoup entendre parler par la suite, les Francs. Et c'est là tout le paradoxe de cette époque. L'Empire, en tant que structure politique, s'effondre.
Mais son héritage, lui, reste. Le fantôme de Rome est partout. La langue, le droit, la religion, l'emplacement des villes, tout est encore là, prêt à service de base pour les prochains bâtisseurs. La Gaule romaine a vécu. Le décor est planté, les fondations sont en place, mais la maison reste à construire. Alors la question qui se pose est simple. Qui va bâtir la suite? La réponse viendra d'un de ces nouveaux peuples, les Francs. Mais ça, c'est le début d'une toute autre histoire.